En Asie, le poisson est un symbole de longévité et de fertilité. Dans la mythologie japonaise, un poisson-chat assure la stabilité de l'archipel. En portant les îles sur son dos, il les empêche de glisser au fond des gouffres sous-marins. Un équilibre instable en résulte, et chaque mouvement du poisson fait bouger le sol. Ainsi naissent les tremblements de terre. Chaque année, plus de 7000 secousses sont enregistrées sur l'étendue du pays. On dit que même les poissons qui vivent dans les aquariums ont conservé une partie des pouvoirs de leur ancêtre divin. Leur comportement change à l'approche d'un séisme. Le poisson est un élément important de la cuisine japonaise et le plus grand marché de poissons du monde est à Tokyo. Dans la criée de Tsukiji, un espace est réservé à la vente aux enchères des thons. Dès 3 heures du matin, les acheteurs viennent examiner les poissons qui vont être vendus. Pêchés il y a quelques heures dans l'océan Pacifique, les thons ont été saignés au niveau de la queue pour donner à la chair plus de souplesse. La moitié des thons pêchés dans le monde est consommée au Japon. À 5h30, la vente à la criée démarre. Les enchères montent vite dans une gestuelle incompréhensible aux profanes entre les acheteurs et le crieur. La criée dure une demi-heure, puis les thons sont emportés sur les stands des acheteurs. C'est le moment où officient les professionnels du sabre. Les filets entiers sont détachés en une seule fois. La lame doit laisser le moins de chair possible autour de l'arête centrale. Une bonne lame doit être bien entretenue. Il ne faut pas risquer de gâter bêtement les filets de poisson avec un outil émoussé.
La diversité des instruments pour trancher, débiter et découper, depuis les haches jusqu'aux petits couteaux, est née de l'art du sabre développé au 8e siècle. Une panoplie de lames et filets fait partie des cadeaux offerts aux jeunes mariés. Leur solidité est telle qu'elle les accompagne toute leur vie, sauf en cas d'incident de parcours. Les faits divers dans les journaux sont riches de maris dépressifs, de femmes trompées et d'enfants surmenés qui font un très mauvais usage de ces lames pointues et tranchantes. « 15 000 personnes travaillent dans cette ville de hangars et de recouvertes où 2500 tonnes de poissons et de crustacés sont vendus chaque nuit jusqu'à l'aube. Les plus anciennes civilisations du Japon se sont nourries des produits de la mer. Il y a plusieurs siècles, les poissonniers conservaient du poisson entre des couches de sel et de riz pressés par des pierres. La fermentation du riz assurait la conservation du poisson. Plusieurs mois après, on jetait le riz et on mangeait le poisson. Au XVIIIe siècle, un cuisinier de Tokyo a l'idée de presser des boulettes de riz vinaigrées et de les recouvrir d'une pièce de poisson cru. La recette connaît un succès immédiat. Le sushi était né. Ces boulettes de riz coiffées d'un filet de poisson ont été les meilleures ambassadrices de la cuisine japonaise dans le monde. Rien ne paraît plus simple qu'un plat fait d'un morceau de poisson découpé. Et pourtant, peu de cuisiniers non japonais s'y risquent. Derrière la simplicité apparente des sushis se cache une maîtrise obtenue après des années d'apprentissage. Connaissance des poissons, de leur texture, de leur saveur, connaissance de l'influence des saisons, les méthodes de pêche sur l'aspect, le goût et la souplesse de la chair. Le sushi n'est plus une méthode de conservation. Entre le riz et le poisson, un geste rapide glisse une fine trace verte de wasabi, une racine râpée aux propriétés antibiotiques. On dit que l'inventeur des sushis était aussi médecin. Un repas de sushi est une dégustation sans fin. À la diversité des couleurs et des textures de la chair du poisson s'ajoutent toutes les variations de sa présentation. Le sushi se mange d'abord avec les yeux. Pas de dessert après les sushis, mais un moment d'humour et d'imagination. Le chef n'a plus à rassasier ses clients, mais à les surprendre et les amuser. Un bon cuisinier se reconnaît autant au choix de ses poissons que de ses ingrédients. Gingembre, sauce de soja,
feuilles d'algues et wasabi doivent être de première qualité. Une fois par mois, le chef Hiroyuki Sano, après un long trajet en voiture, s'enfonce dans les montagnes. Avec son ami Tsukiji cultivateur, ils vont récolter du wasabi. Cette plante qui pousse à l'état sauvage dans les rivières froides est cultivée depuis le Xe siècle. Elle était alors utilisée en médecine. La culture de la plante est délicate. Un bon wasabi nécessite une eau très pure. Les champs de Tsukiji sont en terrasse, baignés par une eau de source. Tout est bon dans le wasabi. Les fleurs, les feuilles, les tiges et la racine. Mais seule la racine est utilisée avec les sushis et sa saveur piquante n'apparaît que lorsqu'elle est râpée. Certains amateurs de poissons crus ne jurent que par le fugu, le poisson lune, qui dissuade ses agresseurs en se gonflant comme un ballon. Il se déguste en sashimi, c'est-à-dire coupé en fines lamelles. Le fugu est un poisson recherché et onéreux, mais il est dangereux et peut être mortel pour l'homme. Il ne peut se déguster que dans des restaurants spécialisés, préparés par des cuisiniers certifiés, qui savent le découper sans toucher ni percer les glandes qui contiennent le poison. Tout le reste est bon dans le fugu, même ses multiples peaux. Au XVIIIe siècle, un naturaliste suédois voit dans la préparation du fugu un symbole de la culture japonaise. Les Japonais ne se bornent pas aux aliments bons et salubres par eux-mêmes, mais ils savent encore en préparer beaucoup de dangereux et malfaisants, tel le fugu, dont le venin mortel est évité au prix d'une dextérité toute particulière. Cette capacité à rendre comestible ce qui ne l'est pas naturellement n'existe qu'au Japon. L'hostilité des éléments y rend difficile la production alimentaire et oblige à l'utilisation maximale des ressources naturelles, même de celles qui sont dangereuses. Les nageoires grillées sont servies flottantes sur un saké chaud. Un fugu mal préparé peut tuer 10 personnes. Comme le dit un poète du XVIIIe siècle, « J'ai envie de manger du fugu, mais la vie est précieuse ». Au Japon, les poissons ont leurs temples, des temples shinto, la première religion codifiée du pays qui a accueilli et ordonné les antiques croyances animistes. Une grande partie des divinités a la mer pour origine, et dans ce temple, on honore les poissons, les tortues, les homards et les crevettes. De grandes stèles rappellent que toutes les créatures de la mer ont ici leur place. On vient les prier de bien vouloir accepter d'être pêchés et mangés,
De ne pas venir ensuite tourmenter les professionnels qui ne font que leur travail et les consommateurs qui doivent se nourrir pour vivre. Les divinités peuvent aussi apporter leur soutien à l'espèce humaine, veiller sur la santé de l'âme, du corps ou des affaires. Parmi les humains, les pêcheurs ont grand besoin d'être protégés. Pour eux, la nature peut être souvent dangereuse. Les typhons, raz-de-marée et tempêtes font partie de leur quotidien. Pendant des siècles, c'est par la mer que se sont faits les déplacements, plus faciles le long des côtes qu'à l'intérieur des terres montagneuses et volcaniques. À bord des navires marchands, des bateaux de pêche et de pirates, les gens de mer, comme on les appelait, régnaient en maîtres, assurant l'économie du pays et leurs relations avec le reste du monde, passant souvent d'une activité à une autre, de la piraterie au négoce et de la contrebande à la pêche. Dans la mythologie, le protecteur des pêcheurs, Ebissou, est un enfant mal formé, abandonné sur une barque par ses divins parents, irrités de sa laideur. Malmené en pleine mer par les premières vagues d'un typhon, il est recueilli par des pêcheurs. Depuis, il est devenu leur compagnon et leur guide. Les mers sont profondes. Brassées par des courants chauds et froids, elles sont parmi les plus poissonneuses du monde. La plupart des bateaux de pêche relèvent leur filet à une petite heure de la côte, ce qui leur permet de ramener vivante une bonne partie de leur prise. Au XIXe siècle, l'apparition de mannequins de cire à usage scientifique donne l'idée aux restaurateurs de fabriquer des modèles de leurs plats pour faciliter le choix des clients. Aujourd'hui, le silicone et le vinyle ont remplacé la cire. Le restaurant fournit aux fabricants un plat préparé qui sert de modèle. Le fabricant en fait une photo pour le reproduire à l'identique, puis le démonte et fait un moulage de ses ingrédients. Reconstitués, les plats en vitrine remplacent le menu.
Chaque fabricant n'a qu'un mot d'ordre. Le faux doit dépasser le vrai. Dans leurs ateliers, c'est toujours l'heure des sushis. C'est au restaurant que les sushis se dégustent le mieux. Les cuisiniers, soucieux de prouver la fraîcheur de leurs produits, n'hésitent pas à découper les poissons vivants sous le regard des clients. Les anciens récits et les lettres des voyageurs lancés à la découverte de la cuisine japonaise disent la surprise, l'incompréhension, mais aussi quelquefois l'enthousiasme devant ces pratiques et ces préparations inconnues en Occident. Transmis de maître à élève et souvent même de père en fils, l'art des sushis devient vite un art personnel qui ne peut s'exprimer qu'en public. Le rôle du client est souvent de ne rien demander et de se laisser entraîner par l'imagination du chef qui connaît autant les nuances de l'âme humaine que de la chair des poissons. L'amateur de sushi doit être lui aussi un maître. Convive solitaire ou en groupe, il doit savoir choisir pour sa soirée le restaurateur dont le talent s'accordera à son humeur. Quant aux poissons, insouciants dans leur cage aquatique, ils trouvent sans doute que leur vie aura vraiment valu la peine pour s'achever en si savante compagnie. Si les mers qui entourent le Japon regorgent de poissons, les pentes des montagnes et les collines de l'archipel sont-elles recouvertes du moutonnement régulier des champs de thé. La plante est une variété de camélia, le Camellia sinensis, qui fleurit à l'automne. Dès le IXe siècle, le breuvage est utilisé en médecine. Il combat la fatigue, tonifie l'organisme et clarifie la vue. L'application de feuilles de thé sur le corps est recommandée pour soulager les rhumatismes. Les premiers moines bouddhistes l'adoptent comme stimulant. Après la récolte, les cultivateurs organisent des dégustations. Les thés nouveaux sont classés et notés. Les saveurs diffèrent d'une année sur l'autre. Les thés ont leur terroir et leur millésime. Wenceslau de Moraes, consul du Portugal au Japon en 1898, décrit le thé comme la boisson de tous, riche et pauvre,
la boisson qui étanche la soif, qui parfume le palais de subtils arômes et qui entretient peut-être chez ces bonnes gens, grâce à ses propriétés légèrement enivrantes et capiteuses, la bonne humeur, le sommeil léger, la fine acuité des sentiments, la petite pointe de fièvre stimulante et perpétuelle que révèlent les yeux noirs, brillants, les moqueries, les éclats de rire. Voici mon vœu le plus cher pour ce pays, que j'aime au plus profond de moi-même, que le Japon ne cesse jamais de boire du thé. Plus tard, Moraes épouse une jeune geisha, démissionne de ses fonctions et vit à la japonaise jusqu'à la fin de ses jours. Personnage légendaire de l'histoire du thé, le moine Daruma, 28e disciple de Bouddha, s'endormait pendant ses méditations. Pour y remédier, il se tranche les paupières qui, peu de temps après, enfouies dans le sol, donnent naissance au premier plant de thé. Dès le XIIIe siècle, des régions de production deviennent célèbres pour leur thé, et son usage se répand dans toute la société. L'engouement pour la boisson amène le développement de la poterie, et les amateurs de thé, quand ils se retrouvent, comparent les derniers bols et bouilloires qu'ils ont fabriqués ou achetés. Le thé, à cette époque, est préparé à partir de feuilles séchées et broyées dans un moulin de pierre, un usage ramené de la cour des empereurs Song en Chine. Le Japon est le seul pays où cette méthode s'est conservée. Le thé battu, amer et moussant est le thé par excellence. Le thé peut être une boisson courante, préparée et bue simplement. Mais devant les invités, il devient une cérémonie, un héritage du passé, qui fait revivre les rituels élaborés en Chine et transformés ensuite au Japon par les moines bouddhistes. Un moment d'harmonie et de sérénité. Dans les usines, les moulins de pierre devenus mécaniques broient inlassablement les feuilles vertes. La technique n'a pas changé depuis 8 siècles. Les maîtres de thé sont les gardiens de la tradition.
Pour eux, thé battu ou thé infusé doivent être préparés selon les règles fixées par les anciens. On dit souvent que ce n'est pas du sang qui coule dans leurs veines, mais du thé, et qu'ils ont été élevés avec du thé plutôt qu'avec du lait. Leur père était maître de thé, comme leur grand-père et de nombreux ancêtres. On raconte qu'à Kyoto, un mendiant installé sous un pont préparait chaque jour son thé dans un pot de terre grossier, avec des gestes étudiés, puis le buvait avec délice. Un gentilhomme, en l'observant, eut la révélation de la beauté de la vie et de la sérénité de la nature. Chaque jour, il invita ses amis à venir partager avec lui un thé préparé avec soin et concentration dans un lieu à l'écart du bruit, où ensuite il pouvait parler ou rester en silence. Les maîtres continuent de préparer le thé selon les règles des anciens, mais ils ont aussi inventé la glace au thé. La tradition n'empêche pas l'innovation. Le plus célèbre maître de thé, le moine Rikyū, codifie au XVIIe siècle les gestes, les ustensiles, les dimensions et la décoration de la pièce où l'hôte reçoit ses invités pour partager le thé. La chambre de thé devient un refuge hors du monde, où le thé, plus qu'une boisson, témoigne d'un art de vivre. La cérémonie du thé s'apprend très jeune dans des écoles qui peuvent être différentes, mais revendiquent toute une filiation avec le maître Rikyū. Dans les écoles de thé, les parents apprennent à être les invités de leurs enfants. Aussi anxieux et maladroits que des débutants, ils traversent le jardin qui précède la chambre de thé jusqu'à la porte basse qui force chacun à courber la tête. Le maître du Japon, le Taiko Hideyoshi, courbait lui aussi la tête quand il venait partager le thé avec Rikyū. Et dans la chambre de thé, il était du même rang que les autres invités. Un jour, des courtisans accusent Rikyū d'avoir voulu servir un thé empoisonné au prince. Le prince savait Rikyū innocent, mais la célébrité du maître lui faisait ombrage. Ne venait-on pas de tout le pays pour assister à la cérémonie du thé? Le prince ordonne à Rikyū de faire harakiri. Rikyū obéit. Après avoir donné une dernière fois le thé à ses amis, il s'ouvre le ventre. Le prince mourut bien plus tard, empoisonné par un thé à l'arsenic. Pour faire le thé, disait Rikyū, il n'y a pas de secret. Le thé doit être agréable au palais. Il faut bien préparer le charbon pour faire bouillir l'eau, arranger les fleurs, rafraîchir la pièce en été et la réchauffer en hiver. Désappointé par ces réponses insipides, quelqu'un demande « Qui sur Terre ne connaît pas cela ?» Rikyū lui répond «
Alors, si tu le sais, fais-le et deviens un maître. Chaque année, au début du mois de novembre, se célèbre l'ancienne fête du coq, divinité protectrice des guerriers, devenue ensuite celle des marchands. La fête la plus importante a lieu à Tokyo, au temple du quartier d'Asakusa. Les premiers jours de novembre sont réputés propices aux incendies et aux autres catastrophes. On invoque la divinité, on sollicite sa bienveillance, on lui demande de veiller à la bonne marche de ses affaires. C'est une humanité en liesse, rapporte l'envoyé spécial du journal Le Temps en 1905. Rares sont ceux qui ne brandissent pas des lanternes ou bien ficelés à des bambous d'étranges effigies de carton colorié. Il est un emblème auquel la foule semble attacher plus d'efficacité tutélaire. C'est un simple râteau au dos duquel est juxtaposé un assemblage d'attributs porte-bonheur. Il en est de si énormes qu'un homme seul les porte difficilement au bout d'une perche. Il en est d'autres si petits qu'ils forment comme des épingles de cravate. Perdu au milieu de la foule, le journaliste rencontre son tailleur encombré d'un énorme râteau de la fortune. « Croyez-vous vraiment à la vertu de ces symboles ?»« Je n'ai point d'idée arrêtée à ce sujet, lui répond le tailleur. Mais si ces choses-là ne font pas de bien, elles ne peuvent pas faire de mal. Amusons-nous, la vie est courte. » Les porte-bonheur seront accrochés dans les magasins, dans les bureaux, à la place de ceux de l'année passée qui ont perdu leur pouvoir. L'achat des porte-bonheur est célébré en buvant du saké, l'alcool de riz fermenté, la boisson des fêtes, des transactions commerciales et des cérémonies religieuses. Le saké a l'âge des religions primitives, liées à la culture du riz. Peut-être est-il né au nord, là où poussent les meilleurs riz, dans une région que l'écrivain Kawabata appelle le pays de neige. On dit que pour obtenir les premiers sakés, les paysannes faisaient fermenter du riz bouilli en le mâchant longuement dans la bouche et en le recrachant dans des cruches de terre. Dès le IIIe siècle avant notre ère, l'alcool de riz est utilisé comme offrande aux dieux. Plus tard, il devient la boisson de la cour impériale et des nobles.
Vers 1300 seulement, son usage se répand dans la société. Les jarres de saké ornent les sanctuaires. Certains donateurs en offrent des murs entiers. C'est le saké des dieux, présent dans toutes les cérémonies religieuses. Le saké sanctifie et scelle le mariage traditionnel, célébré le plus souvent à l'automne et selon les rites shinto. La cérémonie, intime et familiale, est appelée Sansan Kudo, 3x3, car les nouveaux mariés échangent une coupe de saké qu'ils boivent en 3 fois. Les dieux ne sont pas trop regardants sur la qualité des sakés qu'on leur offre, mais les humains préfèrent goûter ceux qu'ils achètent pour leur consommation personnelle. Les connaisseurs apprécient 5 qualités dans le saké: la douceur, l'acidité, le piquant, l'amertume et l'âpreté. Dans les montagnes de la région vivait jadis un monstre à 8 têtes qui exigeait chaque année un tribut de jeunes garçons et de jeunes filles qu'il emmenait et qu'on ne revoyait jamais. La fille d'un paysan qui devait faire partie du dernier groupe d'enfants sacrifiés emporte avec elle 8 fioles de saké. Lorsque le monstre veut la dévorer, elle jette dans chacune de ses bouches une fiole. Ivre, le monstre s'endort. L'héroïne lui coupe les têtes et rentre chez elle. Le processus de fermentation alcoolique qui permet d'obtenir un alcool de 15 à 16 degrés à partir du riz est complexe et minutieux.
En 1876, le peintre Félix Régamey accompagne Émile Guimet au Japon. Pendant que Guimet constitue ses collections qui permettront l'ouverture du premier musée des arts asiatiques à Paris, Régamey note tout ce qui l'enchante dans ce monde merveilleux, artistique, poétique et plein de douceur, et consigne scrupuleusement la méthode de fabrication du saké. Il faut d'abord décortiquer d'excellents riz, le laver à 4 reprises à grande eau dans un tonneau. Puis on le retire et on le soumet à l'action de la vapeur. On l'étend ensuite sur des nattes pour le faire un peu refroidir. Puis on l'enveloppe dans des nattes et on le porte dans une cave dont la température doit avoir 80 degrés. On le mélange avec du riz moisi. Au bout d'un jour, le tout est recouvert de moisissures. On peut alors le faire fermenter dans un mélange de levure, de mou et d'eau. On agite ce mélange 5 ou 6 fois par jour avec une grande cuillère. Le liquide prend alors un goût sucré. On le laisse reposer pendant 12 jours, on le fait refroidir complètement et on le filtre à travers des sacs de coton. Jadis fabricant de casseroles, la famille Watanabe s'est convertie au saké depuis 4 générations. Un petit musée conserve des trophées et des souvenirs ramenés des anciens concours. Chaque jour, devant l'autel des ancêtres où le meilleur saké est offert aux dieux, le directeur prie pour le bon déroulement de la fermentation alcoolique. La maison Watanabe vient de créer le premier saké d'appellation contrôlée. En fin de journée, les employés accompagnent leur chef de service dans des ruelles oubliées entre les tours des bureaux. Ils doivent suivre le chef d'un comptoir à l'autre en mangeant un peu et en buvant beaucoup avant de rentrer chez eux. Un rituel qui s'appelle « faire l'échelle ». Dans le film du cinéaste Ozu, Le goût du saké, 2 personnages agrippés au comptoir imaginent ce que serait le monde si le Japon avait gagné la guerre. Les femmes occidentales se seraient mises à la mode japonaise, elles seraient teintes en brune, auraient des yeux bridés, porteraient des kimonos et attendraient leur mari à la maison. Tu crois? Dans ce cas, je pense qu'il vaut mieux qu'on ait perdu la guerre. Le premier soir du printemps, les serveuses de bar mettent leurs plus beaux kimonos, sortent dans les rues et offrent à boire aux passants. Elles aiment raconter des histoires, comme celle d'une riche religieuse qui vendait un excellent saké, mais le coupait avec de l'eau.
Son meilleur client était un moine de grande éloquence qui dépensait tout l'argent des offrandes pour en acheter. Un jour, les fidèles demandent au moine de sermonner la religieuse. « Je vais m'amender, dit-elle. » Et elle revient avec une grande coupe. Le moine boit. « C'est encore du saké et de l'eau. Comment oses-tu » ? « Tu m'as dit de ne plus mettre d'eau dans mon saké, répond la religieuse. Je t'ai obéi, j'ai mis du saké dans l'eau. Histoire pour boire, histoire pour manger. Depuis des milliers d'années au Japon, les histoires sont aussi une partie de la réalité.